citarla, della regione parigina, vediamo se sono più bravi o meno bravi rispetto ai catalani. À toi de choisir, hein? C'est toi qui décides. Le professeur Néry m'a demandé de parler en français. Si, 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 Vous ça peut préférez que je parle en anglais, c'est comme vous voulez. We do not like you to hear you in a strange language. Because you don't like my English. Non, c'est pas le tien. Bon, vous savez tous que la raison pour laquelle on s'occupe de prendre en charge les AVC, c'est que le fait d'avoir des traitements en urgence dans un service spécialisé améliore l'efficacité thérapeutique. Et quand c'est des infarctus graves ou suffisamment graves, si on fait une thrombolyse, vous savez, dans les 4h30, il y a un patient sur 10 qui a un handicap en moins. Ce qui est encore plus important, c'est que si on arrivait à soigner les gens dans les 90 minutes, il y aurait un patient sur 4 qui aurait un handicap en moins, alors que si on les soigne entre 3h et 4h30, il y en a 1 sur 14. L'autre aspect des choses, c'est que concernant tout ce qui est les TIL, les accidents ischémiques transitoires et les mini-strokes, dans lesquels la prise en charge dans les 24 heures permet d'éviter 80% de strokes constitués ultérieurement. Donc c'est probablement, au fond, peut-être même plus important que les sévères strokes. Alors, en fait, dans mon topo, je vais prendre deux positions. Une position qui est top-down, qui est partir de la région et voir comment nous demande d'organiser, et une position qui est bottom-up, qui montre comment est la réalité dans un service de neurovasculaire qui est pourtant bien doté. Alors, il y a 12 millions d'habitants dans la région parisienne, ça fait à peu près 130 km de long. Sur les statistiques qu'on a, on considère qu'il y a 21 000 admissions avec un diagnostic de stroke ou d'AIT en 2010, correspondant à 18 000 patients et avec une moyenne d'âge un âge moyen de 71 ans. Actuellement, en 2010, 60% vont dans des hôpitaux où il y a des stroke uniques. Ça ne veut pas dire que 60% vont dans les stroke uniques. Petite différence. Ceci dit, il n'y en avait que 32% en 2005. Donc il y a eu quand même des progrès majeurs en 5 ans. Il y a une grande hétérogénéité dans les régions, puisque vous voyez que le taux varie de 72% à 32%. Alors quand on regarde les stroke uniques, il y en avait 5 en l'an 2000 dans la région parisienne, et il y en a 18 en l'an 2010. Donc il y a une augmentation qui est quand même massive, mais il y a des régions dans lesquelles il n'y a pas de stroke unique. Vous voyez, c'est des énormes régions qui sont d'ailleurs moins urbanisées, mais quand même pas mal. Et là, la proportion de patients qui vont dans les stroke uniques, enfin dans les hôpitaux à stroke unique, c'est 33%. Alors que dans Paris intramuros, 72% des patients vont dans des hôpitaux avec stroke unique. Alors, ça n'a pas été facile à organiser parce que ça pose des problèmes de financement, ça pose des problèmes de nombre de médecins, ça pose des problèmes de trouver des médecins qui acceptent d'aller faire marcher des stroke centers dans la banlieue parisienne, des infirmières, des aides-soignantes. Donc, l'augmentation du nombre des stroke uniques a des limites. Alors, le principe, en gros, comment ça marche, c'est des strokes uniques qui sont territoriaux quand même, où normalement la situation idéale, c'est que le patient, on lui a appris que quand il faisait un AVC ou à sa famille, il appelle le 15 qui est le 911. Il y a des ambulances médicalisées ou non médicalisées que l'on appelle le SAMU ou les pompiers, le Fire Department. Moi j'aime beaucoup les pompiers parce que les pompiers par définition ont une culture de la vitesse. Le feu va plus vite que la médecine. Donc ils amènent les gens plus vite. Et les stroke units sont organisés en fait en deux structures. Des structures qu'on appelle des unités de soins intensifs, ICU, qui ont entre 5 et 12 lits, qui ont un gros avantage sur le plan financement, c'est qu'il y a eu
des financements, c'est-à-dire chaque lit d'ICU occupé ramène 500 € à l'hôpital. Donc l'hôpital a intérêt de mettre des infirmières, du personnel, etc. dedans. En principe, il y a un stroke neurologiste 24 heures sur 24. Il y a un accès 24 heures sur 24 à la neuroradiologie, soit l'IRM, soit dans certains endroits le scanner. En fait, il y a quelques stroke units dans les banlieues dans lesquelles le neurologue n'est pas là en permanence et il y a des conventions avec les cardiologues ou les urgentistes et le neurologue est seulement on duty. Après, il y a des lits aigus conventionnels. Alors, ça va de 14 à 28 lits suivant les stroke units. Et après, il y a évidemment des relations avec les unités de réhabilitation et gériatrique. Et il y a maintenant un espèce de software sur lequel on fait les demandes de transfert et sur lequel on sait tous les hôpitaux de la région parisienne sont répertoriés et disent on accepte ou on refuse le patient. Alors en fait, ce circuit idéal, vous allez voir qu'il ne représente pas toujours ça, parce qu'il y a encore beaucoup d'admissions qui viennent des services d'urgence générale de l'hôpital. Il y a beaucoup d'admissions qui sont des transferts inter- et intra-hospitaliers d'un hôpital à l'autre. Et puis, de plus en plus, il y a des patients qui arrivent directement. Alors Pierre Amarenko a organisé SOS AIT, donc ça c'est formalisé dans le nord de Paris. Mais chez nous, ce n'est pas organisé, mais les patients arrivent directement, on les voit en consultation, on fait l'IRM, le Doppler, et quand on a un lit, on les hospitalise directement, soit dans l'intensive care, soit dans la conventionnelle. Alors, ce système, donc, quand il marche parfaitement bien, le patient tombe malade, appelle le 15, est transporté dans un stroke unit où on fait une IRM en 8 minutes et on le thrombolise, et le résultat, c'est qu'on soigne 3 à 5% des patients. Donc, les progrès à faire, et on est tous en train de travailler là-dessus, mais c'est pas facile, on en reparlera dans la discussion, c'est l'organisation de la télémédecine avec les services d'urgence. Et comme on l'a dit tout à l'heure, mais nous c'est le même problème, c'est éduquer le public pour que tout le monde sache reconnaître un stroke et surtout sache quoi faire, qui est appelé le 15, et puis éduquer les professionnels qui sont de l'autre côté du téléphone du 15, pour que quand on leur dit j'ai un AVC, ils envoient au bon endroit et qu'ils reconnaissent. Et évidemment, accélérer le transport. Alors tout ça est organisé en grande coopération avec le ministère de la Santé, ce qui d'une part est une bonne chose, d'autre part me terrorise quand on pense qu'il y a 77 pages et 53 pages qui ont été écrites sur la prise en charge des AVC et qui sont des lois. Bon. Alors, il y a des grands axes, je vous ai résumé les grands axes. Il faut améliorer la prévention et l'éducation publique avant, pendant et après l'AVC. Il faut développer les pathways, les filières de soins d'AVC et l'e-médecine. Il faut former, éduquer les professionnels. Et il faut favoriser la stroke recherche qui, en France comme ailleurs, représente 1% de l'argent des neurosciences. Et étudier la démographie professionnelle. Alors tout ça c'est un plan national, mais en plus on a des organisations régionales, bien entendu, pour avoir de tout. Et alors il y a des agences régionales de santé, il y a des plans AVC, il y a des circulaires qui font 53 pages, et quand même les points importants c'est qu'on insiste sur l'importance de la coopération avec la médecine d'urgence et la télémédecine. Alors ça c'est juste pour vous montrer la première page d'une circulaire. Je ne résiste pas à vous dire la présente circulaire présente le guide destiné à apporter un appui méthodologique aux ARS et les agences régionales de santé dans le cadre de l'organisation des filières de prise en charge des patients victimes d'accidents vasculaires cérébraux. Puis tout ça, ça correspond à des circulaires d'avant, il y en a 70 pages. L'annexe 2, on va passer. Alors maintenant, quand on va aux vraies statistiques, comment ça marche, malheureusement, les seules vraies statistiques qu'on connaît sur la thrombolyse dans la région parisienne viennent d'un magazine qui est bien connu, qui s'appelle Le Point, qui est comme le Nouvel Observateur, qui fait tous les ans les 50 meilleurs hôpitaux en France.
Alors les critères, hein, c'est pas très bien, c'est l'âge, le nombre de patients, etc. Mais il y a les meilleures écoles de commerce, il y a les meilleurs hôpitaux, alors il y a où est-ce qu'il faut opérer la carotide, alors il y a les 50 meilleurs hôpitaux de l'AVC en France. Alors dans la région parisienne, en 2007 et 2009, il y en avait 10, et en 2010, il y en avait 13. Et le nombre de patients traités, enfin déclarés traités par le TPA en 2007, 2009, 2010 a quand même augmenté puisque passé de 394 à 700. Donc ça a quand même augmenté de 77%, ce qui n'est pas si mal que ça, même si c'est pas beaucoup. Alors en 2010, il y avait donc en fait 700 patients traités sur 12 995 stroke codes. Ne me demandez pas exactement ce que c'est que les stroke codes, parce que comme ça a été demandé aux administratifs, il y a les gens qui ont mis des hémorragies méningées, les gens qui les ont pas mis, enfin, etc. Mais bref, ça donne quand même une idée, ça fait à peu près 5%. Et là-dedans, donc, de ces 13 centres déclarés, en fait, dans 5 hôpitaux, donc ça fait 38% des hôpitaux avec stroke unit, prenaient en charge plus de 1000 à 2000 patients. Et ceux-là ont trombolysé 60% des patients TPA et ont pris en charge 60% des AVC. Donc quand même des structures un peu plus grandes, ça fonctionne peut-être, bon, il faut du territorial. Mais... Alors, maintenant on va passer rapidement à la seconde partie qui est comment fonctionne un service en vrai. Et là, ce n'est pas un registre d'AVC, c'est un registre de tous les patients qui rentrent dans le service, qu'ils aient des AVC ou pas, en sachant que c'est un service qui est dédié à la prise en charge des AVC. Alors, c'est le même système, nous on a 10 lits. Alors dans l'ICU, sur les 2 ans 2010-2011, on avait pris en charge 1170 patients de 63 ans, mais il y a 21% de ces patients qui avaient plus de 80 ans. Dans la partie conventionnelle de Stroke Unit, qui a 14 lits, on devrait en avoir 18, mais comme l'hôpital La Pitié-Salpêtrière est petit, il n'y a pas de lit, il n'y a pas d'infirmière, pas de médecin. Et bon, là c'est pareil, et là il y a 1465 patients qui sont passés, donc il y a environ 700 qui viennent de l'ICU et puis les autres qui viennent d'autres filières. Et on a transféré donc 412 patients en réhabilitation gériatrique. Alors si on regarde ces différentes filières, en gros, si on s'intéresse maintenant essentiellement à ce qui s'est passé dans l'Intensive Care Unit, où il y avait 10 lits. Donc 33% des patients sont arrivés par la voie royale, le 15, le pompier, le stroke, etc. En fait, 20% sont arrivés par les urgences de l'hôpital. 10% sont arrivés hospitalisés, consultation directe du service. Et quand même 37% des transferts intra-hospitaliers. Donc l'essentiel du flux de patients vient encore de transferts intra- ou interhospitaliers. Bon, 73-16% de tous les patients ont eu une RMN en urgence, le premier examen fait avant scanner et tout. Et finalement, ces patients, qu'est-ce qui c'était? C'était 57% des infarctus, 12% des hémorragies cérébrales, 12% des AIT et seulement 15% de stroke clinique. Il y a eu 153 patients traités par TPA et 19 endovasculaires. On ne fait pas beaucoup en attendant les résultats des essais randomisés. Donc ça fait 15% de tous les patients. Alors maintenant, si on essaie de faire une typologie des patients qui sont hospitalisés, un des points qui est le plus marquant, même indépendamment du diagnostic, c'est finalement la gravité à l'admission. Et si on prend ceux qui n'étaient pas très graves, avec un NIH inférieur ou égal à 5 à l'admission, on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal d'infarctus, la moitié, et d'accidents vasculaires 6%, que bien entendu il y a beaucoup plus de stroke mimique, et beaucoup plus d'autres pathologies neurovasculaires, par exemple une phlédite sans infarctus, qu'il n'y a que 17% qui arrivent par le SAMU, 25% par les urgences de l'hôpital, 17% par les consultations d'emergency, de nos consultations, et qu'il n'y a que 15% au-dessus de 80 ans, et que finalement, on n'a que 2% de thrombolysés. Maintenant, si on prend les patients qui ont au-dessus de 5 de NIH, 45% sont arrivés directement par le SAMU,
pratiquement tous ont des infarctus, des hémorragies ou des AIT, enfin ça fait 90%, assez peu des urgences et encore beaucoup de transports. Et là, il y a 33% de ces patients-là qui ont été thrombolisés ou traitement endovasculaire. Donc le critère de gravité initiale, il est quand même aussi important. Et si on compare ça, là vous avez les moins graves et les plus graves, ben, il y en a plus de moins graves. Il reste un peu moins longtemps, mais il reste quand même longtemps, ça c'est 3,5 jours dans les soins intensifs et 7 jours dans le service, c'est-à-dire soins intensifs plus aigus, alors que les plus graves, il reste 8 jours dans les soins intensifs et 15 jours. Bon, on a des procédures de déclaration de tous les serious adverse events dans le service, donc il y en a beaucoup moins quand ils ne sont pas graves que quand ils sont graves. Les patients qui se sont aggravés à un moment donné de 3 points de NIH, il y en a beaucoup, en fait, plus quand ils ont un NIH plus de 5. Évidemment, il y a plus de morts dans les plus graves, mais il y a quand même des morts dans les pas graves. Il y a 0,5% de morts, et il y a quand même 13% dans les pas graves qui vont en réhabilitation, donc s'ils ne sont pas graves, ils sont quand même graves. Et finalement, à discharge, il y a 78% autonomes, seulement 22%. Alors, une autre manière de partitionner les patients, c'est de regarder la typologie des patients qui sont arrivés par cette voie-là et ceux qui sont arrivés par l'hôpital, par exemple. Et là, on s'aperçoit que ceux qui sont arrivés par le SAMU sont plus graves, ils ont un NIH médian à 10 versus 2. Ils sont plus vieux, 27% en plus de 80 ans contre 21%. Ils ont plus de stroke ou TIA, 90% en tout versus 80%. Ils ont plus souvent été admis dans les 12 heures, 96%. Ils ont plus souvent une RMN en urgence, 93% versus 75%. 34% ont eu du TPA versus 55%. Bon, ils s'aggravent un peu plus. Et finalement, la durée de séjour, quand on regarde la différence de gravité, elle est quand même pas énorme. On passe 12 jours en tout versus 9 jours et 6 jours versus 4 jours. Donc c'est vrai que quand même, si on arrivait à faire venir les gens plus vite, ils sont mieux traités, mieux soignés et ils ne restent pas tellement plus longtemps. Alors la mortalité, comme c'est quand même des patients beaucoup plus graves, il y a plus de mortalité. Mais il y a finalement quand même dans les patients du SAMU, quand même 41% qui rentrent à domicile. Bon, il y a 37% qui vont en réhabilitation et 12% de morts. Pour finir à peu près, les patients traités par le TPA dans le service, alors en 2001-2002, c'était donc avant l'autorisation, mais bien après qu'on sache que le TPA marchait. Et c'est des patients toujours très graves, après 2006-2007 et 2010-2011. Bon, vous voyez que malgré, et heureusement d'ailleurs, mais malgré l'augmentation du nombre de stroke centers, l'augmentation du nombre de patients thrombolisés est réelle, on est passé de 79 à 153 par 2 ans, c'est pas non plus gigantesque. Le NIH médian, c'est des patients très graves, donc ça c'est peut-être une sélection du service, on prend les patients graves du SAMU. Vous avez NIH médian à 16, 17, puis 14 là un peu. L'âge surtout, au début on thrombolisait que les jeunes, 53 ans. Et maintenant, l'âge augmente, mais le point sur lequel je vais insister, c'est qu'on a maintenant 30% de patients thrombolisés qui ont plus de 80 ans. Bon, ils ont pratiquement tous l'IRM en urgence chez nous parce qu'on fait des IRM très courtes et très simples. Le taux d'hémorragie symptomatique est très important et a varié beaucoup. Par exemple, en 2010-2011, on le voit 11%, donc peut-être on est très mauvais. C'est peut-être aussi parce que quand on surveille les hémorragies avec l'IRM, on en compte beaucoup plus qu'avec le scanner. Il y a beaucoup de PT sheets quand on regarde qu'on compte en hémorragie. D'autant que finalement, le pourcentage de patients qui se sont augmentés de 3 points dans la première semaine, quel que soit au NIH, est à peu près le même. Alors, la mortalité pour la gravité et l'âge est de 18 à 15%, elle était beaucoup plus faible que c'était plus jeune. Et puis finalement, un dernier point, c'est que bien entendu, l'évaluation à 3 mois est très importante, mais en fait, elle est très difficile à faire en clinique. C'est-à-dire au début, on la faisait, mais là, on a 9% de perdu de vue, 15% en 2010-2011. Alors, il y a des gens qui partent à l'étranger, il y a des gens qui ne reviennent pas en consultation, mais donc avoir une évaluation à la sortie aiguë
Et comparé, à mon avis, ça permettrait d'avoir des évaluations plus objectives. Bon, ça c'est un peu la même chose, mais on va s'arrêter là. Mais pour dire que le stroke TPA délai, on ne l'a pas beaucoup amélioré malgré les efforts, mais les encombrements dans la région parisienne ne sont pas améliorés non plus. D'où l'importance de la télémédecine. Et le délai, comme les patients nous arrivent directement en neuroradio, on les examine en 10 minutes, et le délai entre le moment où il y a l'heure de l'image de la diffusion et l'injection du TPA, bon, c'est un délai médian, on a gagné 3 minutes, mais c'est raisonnable, ça fait moins d'une heure pour le fluide, c'est tout. En conclusion, il y a eu des progrès depuis 5 ans. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. La télémédecine et l'organisation de la télémédecine avec les services d'urgence est un point essentiel et très difficile. Nous, on a une expérience pilote qui montre à la fois l'intérêt mais les difficultés. On peut faire de la RMN au début à condition qu'on s'organise bien et qu'on fasse peu de séquences et qu'on les fasse vite. Et puis finalement, quand on regarde les stroke centers, il n'y a qu'un tiers des patients qui rentrent dans le service par les filières dites de thrombolyse. Et quand même, la prise en charge des autres est largement aussi importante. Je vous remercie. E adesso, dopo la regione della capitale di Francia, sentiamo nella regione della capitale.